Bonsoir, je parlerai en français. Je n'ai pas l'habitude de parler en français, donc soyez patiente. L'utilisation du béton en architecture n'a pas seulement une valeur structurelle. Les bétons est comme les vases qui portent l'empreinte du potier. L'empreinte laissée sur la surface pendant la phase des prises ou juste après le décoffrage peut être utilisée par les architectes pour obtenir des effets esthétiques particuliers. Nous pouvons en voir quelques exemples dans l'œuvre de l'un des architectes les plus célèbres du XXe siècle, Carlo Scarpa. Il explique aux étudiants comment utiliser les bétons. Vous pouvez lasser les grains des planches de bois. Vous n'avez pas besoin de raboter les bétons. C'est magnifique. Le béton armé plâtré est une bestialité. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Dans son essence, le béton armé a l'idée des forces. Il faut être authentique. Essayez autant que possible de mettre en valeur un matériau donné. Ici, nous sommes dans un village touristique des montagnes, un projet sur lequel Carlo Scarpa avait travaillé avec Edoardo Gellner. Et dans les murs extérieurs et dans les murs de soutènement du terrain, les coffrages avaient été recouverts d'écorce pour obtenir un béton particulièrement expressif afin de défendre les bâtiments dans l'environnement naturel. On voit ici à l'intérieur, à l'extérieur et aussi à l'intérieur. À Bologne, dans la boutique de Gavina, la surface de la façade a été martelée, bouchardée, marquée avec des différents outils utilisés pour le travail de la pierre, pour obtenir des textures différentes et enrichies d'incrustations d'or. Dans les mains de Scarpa, les bétons armés et en pierre artificielle fantastiques, sophistiqués, extraordinairement modélables, capables d'assumer la forme la plus complexe et de reproduire la texture la plus riche. Déplaçons-nous à Zurich, dans la Casa Zeitner. Dans cette maison, les prescriptions de la CIA ont été soigneusement suivies. Carlo Scarpa a formulé des requêtes spéciales concernant les coffrages à utiliser. Les planches des sapins de 10 cm de haut, certains rabotés et d'autres brutes, assemblés par des jointes non amortaises. Théosen, l'architecte qui a travaillé avec lui sur les chantiers, se souvient que souvent les éclats qui sortaient des planches rendaient les désarmements difficiles. Malgré toute cette attention portée aux planches, toute la surface en béton, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison, ont été sablés. Ces traitements, vous voyez, donnent à la surface un aspect plus rugueux. Il a été prévu dès les débuts, donc il n'est pas en solution pour couvrir des défauts de fabrication. Et donc, vous voyez en bas les planches dans une façon originale et en haut, la surface sablée. Dans l'image à votre gauche, on peut voir aussi des dalles de verre qui sont en mosaïque, qui sont intégrées, sont montées comme des pierres précieuses dans un bijou qui entoure les bâtiments en une ou deux rangées. D'ailleurs, ces dalles elles sont vraiment précieuses. Elles sont faites d'or, elles sont d'or blanc et d'or jaune, de l'or véritable. Théosen se souvient également de la difficulté pour les ouvriers de comprendre comment réaliser certains détails voulus par Scarpa, comme l'union
entre les bétons armés et les lames de fer de 8 mm d'épaisseur. Un autre détail à voir, c'est l'angle coupé. En Suisse, vous le savez, les structures en béton armé avec les arêtes vives n'ont jamais été construites, comme l'aurait voulu Scarpa. Mais des bandes de bois triangulaires ont toujours été utilisées pour obtenir des arrêts arrondis à 45 degrés afin d'éviter les dommages ou la casse lors du démontage. Ici, la déception initiale de Scarpa face à cette erreur a été compensée par une idée géniale non réalisée à la suite et vous comprendrez pourquoi. L'idée a été rapidement notée sur une feuille de dessin. Les bords du béton qui ont été coupés pourraient être argentés. D'argent véritable s'oxyde avec le temps et devient d'une belle couleur. En revanche, les bétons coulés dans la deuxième phase de la construction, c'est des murs extérieurs du jardin et des bacs aux fleurs, présentent des angles vifs à 90 degrés. Une autre invention unique et originale distingue les murs des clôtures vers les garages qui séparent deux jardins voisins. Le caractère naturel du lieu est souligné en recouvrant les coffrages des roseaux des rivières, qui étaient largement utilisés à l'époque pour enduire les plafonds. Donc, ces roseaux rendent végétale cette surface grise. Ainsi, dans l'œuvre de Scarpa, mais j'aurais pu prendre bien d'autres exemples, les bétons se prêtent à recevoir l'empreinte et se tissent presque comme un tissu. Il y a 2 points importants à retenir. Donc, Scarpa apprécie la vérité de la matière exposée, évident aussi dans ses imperfections. Et le deuxième point est la capacité de la matière de transmettre tout le savoir-faire des artisans, indispensable pour garantir la qualité de l'œuvre, sans rien masquer, ajouter ni corriger. Mais le béton n'est pas éternel. Nous savons maintenant que le temps passe et que pour différentes raisons, le béton se dégrade et il est très souvent mal réparé. Ça, c'est encore un problème majeur, peut-être le problème principal dans la conservation du patrimoine du XXe siècle. Nous allons maintenant voir quelques exemples qui montrent que dans la mise au point des actions de conservation, les ingénieurs, les architectes, les responsables des offices du patrimoine doivent toujours faire un choix entre intervention minimale et durabilité. Ici, on retourne à Venise avec Carlo Scarpa. Les interventions minimales visent à préserver autant que possible la matérialité du bâtiment et son authenticité. L'exemple de ces diapos est significatif. L'état d'abandon et le délabrement du jardin de sculpture à la Biennale de Venise a conduit à un projet très conservateur en 2006. Le bâtiment a gardé tous ces détails. Vous pensez que la toiture a que 7 cm d'épaisseur, mais maintenant est très fragile. Il nécessite d'un entretien constant qui trop souvent n'est pas mis en œuvre, principalement pour des raisons économiques, mais aussi pour des questions de responsabilité. Qui doit faire quoi? Et nous voyons les effets. Une autre série d'exemples sont les traitements limités aux parties les plus dégradées du bâtiment. Admettons donc la perte de certaines parties du matériau
et agissant avec des réparations locales. Ici a été fait par l'Université de Saint-Gall, par exemple, ou à Chur, à la Heiligkreuzkirche, mais aussi très soigneusement à Lucerne, à l'église de Saint-Joseph. Ensuite, nous pouvons voir des interventions plus durables, mais plus invasives, qui prennent pour acquis la perte inévitable du matériau original détérioré, essayant de reproduire la surface esthétique avec une intervention mimétique et en utilisant des produits de haute performance et des solutions techniques sophistiquées. Comme ici, ça c'est un projet pionnier dans la conservation du béton armé. On est à Bâle, à la Antoniuskirche. Et ici, la surface originale que vous voyez à gauche, qui était très endommagée, a été entièrement dégagée et recouverte d'une nouvelle couche en essayant de reproduire autant que possible ce qui a été perdu. Et vous voyez que la nouvelle couche est environ 2 cm plus épaisse que l'original. Une approche complètement différente peut être observée dans l'école de Morbio Inferiore, au canton Tessin, où Mario Botta était à la fois le responsable du projet original et le responsable, 20 ans après, de la réparation de la surface. Cette intervention, face à une cause de dégradation progressive et non éliminable, accepte la fin du cycle de vie d'un matériau. Ici a été utilisé un béton LECA allégé, très problématique. Botta a proposé une nouvelle couche avec des matériaux différents, toujours à base de béton, et un résultat esthétique complètement différent, mais toujours avec son propre caractère, combinant les qualités esthétiques et la durabilité technique. Ici, la surface a été rayée par la main et des agrégats de marbre noir ont été ajoutés. Et une texture très intéressante. Et nous pouvons ici discuter de la double nature d'un projet de conservation qui, d'une part, tente de préserver les matériaux, la forme, les idées d'origine, et d'autre part, a un impact sur ce qui doit être préservé. Mais il y a aussi une troisième façon d'aborder les problèmes qui n'a pas encore été vraiment prise en compte, mais qui, j'espère, prendra de l'importance dans les années à venir dans un cadre d'une culture du bâti durable. Il s'agit de l'entretien. Beaucoup de bâtiments du XXe siècle sont maintenant en tournement entre de bonnes et de mauvaises conditions de conservation. Comme à la Casa Zentner, par exemple, où les phénomènes de dégradation doivent être traités avant qu'ils deviennent trop graves. Un ensemble de contrôles planifiés et d'actions simples d'entretien pourrait faire une grande différence en prévenant la dégradation et les traitements de restauration plus importants. Et cela nécessite d'un changement de perspective substantielle, non pas pour traiter les dommages, mais pour les prévenir, comme on les fait en médecine. Merci pour votre attention.